Bonjour et bienvenue. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la santé hormonale. Avec mon mari Christophe, nous sommes aussi fondateurs d'Odyssée Aroma, une plateforme de formation en aromathérapie intégrative dédiée aux particuliers et aux professionnels. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans notre podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute! Bonjour Aude, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors Aude, je pense que je te suis depuis des années, vraiment très très longtemps, je pense depuis le début. Tu es quelqu'un qui m'inspire énormément et encore plus depuis que tu fais du bateau. Et j'ai suivi en fait ton parcours avec beaucoup d'humilité parce que moi aussi je suis passée par la PMA et je sais ce que tu as pu ressentir parfois dans tes posts, donc ça me parle énormément. Voilà, j'ai vu il y a quelque temps que tu avais décidé de donner à ton parcours une autre trajectoire, ton parcours de vie, tes projets. Et en fait, j'ai vu tout ça un petit peu au fil de ton parcours avec des petites bribes. Et je me disais que ça pourrait être hyper intéressant que tu viennes au micro du podcast pour reprendre un peu les personnes qui te suivent depuis pas longtemps. Voilà, depuis le début, comment on chemine et comment ça se passe un parcours de PMA et comment on décide de changer à quel moment on décide de changer de trajectoire. Donc, c'est des sujets qui sont un peu compliqués. Donc, merci beaucoup d'être venu parler de tout ça. Avec plaisir. Donc, on va commencer déjà tout simplement. Est-ce que tu serais OK de te présenter? Oui, alors du coup, je suis Aude, j'ai 44 ans, j'habite dans le sud, à Montpellier, effectivement, j'ai un bateau moi aussi depuis 2 ans. Enfin, ça va faire 2 ans là, dans quelques mois, dans un mois. Euh, je suis en couple depuis 7 ans et j'ai eu un parcours de 5 ans de CBV et je suis aussi hypnothérapeute spécialisée en fertilité. Euh, Voilà, je pense que grosso modo, j'ai un peu tout dit dans les grandes lignes, on va dire. Un bon résumé, mais on va aller un peu plus profond dans notre échange. Donc déjà, ma première question, c'est est-ce que ton parcours professionnel d'être hypnothérapeute en fertilité est en lien avec ton parcours personnel? Est-ce que c'est tes essais bébés qui ont décidé ou est-ce que c'était quelque chose que tu faisais déjà avant? C'était quelque chose que je faisais avant, mais je me suis spécialisée en fertilité quand j'ai commencé le parcours, parce qu'en fait, je me suis aperçue combien ça m'aidait moi, et je me suis dit, ça serait pas mal de pouvoir en faire profiter d'autres. Mm. Donc, non, non, l'hypnose, je l'avais commencé avant, et en plus, je l'avais commencé par curiosité, parce que je pensais pas que ça allait devenir mon travail. J'avais juste eu une expérience 10 ans avant euh, qui m'avait vachement aidée. Et j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête que j'aimerais bien un jour apprendre. Et je suis tombée dedans en apprenant par curiosité. Voilà. Et donc, je me suis spécialisée en cours de route. C'est fou, la curiosité, comment ça amène moi aussi, c'était vraiment ça, c'est une curiosité, puis après, une révélation. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que moi, sur ma promotion, il y a toujours, tu sais, le premier jour, tu te présentes et tu dis pourquoi tu es là. Et j'étais littéralement la seule qui disait, bah, en fait, moi, je veux pas devenir hypnothérapeute, je veux juste comprendre comment ça marche parce que ça m'a fait un effet waouh, quoi. Et donc, moi, j'étais absolument, mais alors sans pression quand j'ai commencé, parce que je voulais juste apprendre. Alors que tout le monde voulait devenir hypnothérapeute. Et puis finalement, j'ai été la première de ma promotion à me lancer, ce qui était assez drôle dans l'histoire. Oui, c'est souvent ça aussi, quand on n'a pas de pression et qu'on commence avec passion, ça, on suit. Ouais. Et donc, du coup, si je comprends bien, t'es
ton parcours DCPP, tu l'as commencé directement en te disant, il me faut un village, et tu as trouvé une hypnothérapeute qui t'a accompagnée et qui t'a fait un effet waouh? Non, 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 ça, non, pas du tout. Ah, C'était en fait, quand j'ai eu une trentaine d'années, j'avais une séparation que j'arrivais pas à dépasser. Au bout d'un ok. an, j'étais encore en train de sortir les rames, on va dire. Et mentalement, je savais pourquoi j'avais mis fin à cette relation. Et pourtant, dans mon cœur, j'étais toujours là, oh, il me manque. Donc je voyais qu'il y avait une dualité interne qui était là, genre, ah! Et ça m'énervait. Du coup, bref, je m'auto-flagellais un peu. Et donc j'avais fait une séance pour m'aider là-dessus. Ok. Et en une séance, ça avait été, mais genre, ok, c'est fini, c'est derrière moi, chapitre clos, quoi. Et donc c'était resté dans ma tête. Et c'est des années après que je me suis formée. Et c'était pas du tout lié à la fertilité, en fait. Du coup, moi, je savais déjà faire de l'hypnose. Et quand j'ai commencé mon parcours, je m'en servais pour moi, en fait. Voilà. Ah, donc dans l'hypnose, on peut faire de l'auto-hypnose. Complètement. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je l'ai souvent partagé d'ailleurs dans mes stories sur Instagram. J'ai même fait des formations pour apprendre aux femmes de pouvoir s'accompagner elles-mêmes. Donc ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire complètement solo. Ouais. Génial. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu serais ok de revenir un petit peu sur ton parcours de 5 ans, nous Mhm. raconter? Ouais, bien sûr. Donc j'ai rencontré mon amoureux, Pierre. J'avais jamais voulu d'enfant auparavant. Donc moi, c'est une envie qui m'est venue enfin, c'est pas que j'avais jamais voulu, mais je m'étais toujours dit j'aurai le temps. Donc j'ai jamais eu cet appel viscéral, voilà. Et puis j'ai rencontré Pierre, je crois que j'avais 37 ans quand même, hein, déjà. Ouais, je crois que j'avais 37 ans, ou 36, je sais plus. Bon, en même temps, 44 moins 7, on est sur 37. Lui était plus jeune que moi, puisqu'il a 11 ans de moins. Et même si ça n'a jamais été vraiment donc, un sujet, je savais que j'en voulais des enfants. Et donc, dès le début de notre relation, par contre, je lui ai dit, bah, voilà, en choisissant une femme un peu plus mature, va se poser des questions un peu plus rapidement. Donc, il était important pour moi de savoir qu'il en voulait. Donc, il m'a dit, OK. On a fait un an de relation, voilà, bah, pour apprendre à se connaître, quoi, un petit peu. J'avais, moi, mon gynéco de ville qui faisait que me faire des appels de coude en disant, il faudrait pas tarder. Des appels de coude qui me faisaient mais, depuis des années, mais que je ne voyais pas. Et surtout, je lui disais, bah, vous êtes gentil, mais s'il n'y a personne en face, moi, j'envisage pas un parcours solo. Donc, bah, en fait, c'est pas OK. Et puis, du coup, au bout d'un an, j'ai un peu reparlé à Pierre de ça, puisque le temps passait, qui était quand j'avais 38 ans. Il m'a demandé de lui donner 3 4 mois pour vraiment se préparer, valider le truc, etc. Donc, ce qu'on a fait. Et puis, au bout de 3 4 mois, m'a dit, OK, banco, on y va. Et là, on a commencé un peu avec mon gynéco de ville et on s'est aperçu très rapidement qu'en fait, je n'avais pas d'endomètre. Que malgré une ovulation qui arrive correctement dans les 13, 14, 15 jours, bah, moi j'avais un endomètre qui frôlait les 4 millimètres, quoi. Donc il ne se passait pas grand-chose. Donc l'endomètre, qui est donc, pour celles qui ne savent pas, la muqueuse qui permet d'accueillir l'embryon et qui est une nidation. Il faut donc que ce soit un petit matelas un peu épais, quoi, pour permettre que ça s'accroche. Donc là, on s'est dit, bon, bah, enfin, mon gynéco m'a tout de suite dit, il faut aller en PMA parce que c'est au-delà de mes compétences. Bon, il s'avère que finalement, c'est au-delà des compétences de beaucoup de personnes, puisque l'endomètre n'est pas quelque chose qui est très facilement euh, régulé, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas géré. Maîtrisable, ouais. Ouais, maîtrisable, c'est quelque chose qui est assez peu connu. Alors, il y a une grande recette qui marche pour une majorité, et puis pour celles à qui ça marche pas, il n'y a pas beaucoup de propositions autres. Bref, et là, on a commencé donc notre parcours. Vu mon âge, donc 38 ans à l'époque, on me dit de passer directement en FIV. Tu avais pris la contraception? Tu avais une contraception avant? J'ai eu la pilule jusqu'à 30 ans, Ok, et à 30 ans, je l'ai enlevée. Et donc, ça fait déjà 8 ans que j'étais sans pilule, mais que j'avais un stérilet au cuivre, ok, qui avait été donc enlevé aussi. ok. Et voilà, et là, en fait, je fais une première FIV.
très jolie récolte, 9 ovocytes, 8 fécondés, 7 J5. Donc pour 38 ans, c'est quand même assez cool. Donc Mm. je me rappelle que le laboratoire était genre, waouh, c'est génial. Et c'est vrai que nous, alors nous, c'était notre première fille, donc on est là genre, ok. Enfin, pour le coup, j'étais assez novice, donc je me laissais vraiment porter. Genre littéralement, quand la gynéco me dit, bon, ben, on arrête là, ponction dans 2 jours, je fais, ah bon, déjà? Enfin, j'ai pas souffert de ce truc-là, mais c'est normal. Enfin, c'est normal de mon point de vue, puisque ben, finalement, c'était mon premier essai, on n'avait encore pas essayé, j'étais pas encore abîmée, j'avais encore zéro connaissance, donc voilà. Bon, par contre, c'est là où j'ai découvert que du coup, j'aurais pas de transfert puisque pas d'endomètre. Donc, malgré une stimulation qui, du coup, agissait sur mes œstrogènes, qui sont donc, on va dire, l'essence pour faire avancer la pousse de l'endomètre, ben, du coup, là, j'ai un peu Ouais, je sais déchanté. pas. Ouais, là, j'ai déchanté parce que je pensais qu'on allait essayer direct et pas du tout. Et là, je suis passée dans un tunnel pendant des mois où, en fait, bah, moi, j'avais des embryons congelés, mais je ne pouvais pas essayer parce que je n'avais jamais d'endomètre. Donc, j'avais la frustration de me dire, bah, moi, je peux même pas essayer. Mm. Et on me refusait systématiquement parce que j'étais à 5,5 malgré tous les cachets qu'on pouvait me donner, les stimulations. Je suis même passée par le Viagra. Si certaines personnes ne le savent pas, mais le Viagra, ça peut aider les femmes aussi. Bon, bah, pas moi. Mais certaines, ça marche. Euh, voilà, peut-être pas besoin d'expliquer comment ça se passe, mais voilà. Donc, jusqu'à un moment donné où en fait, ils ont commencé à me faire les transferts avec 5,5 parce que ben, Mm. on n'arrive pas à faire autre chose, quoi. Donc voilà, du coup, on a fait plein de transferts. Alors, j'ai un peu déchanté parce qu'il y en a sur les 7, je crois qu'il y en a 2 qui se sont mal décongelés. Donc, pareil. Ce qui a été le plus violent, c'est que je me rappellerai toujours que le dernier transfert que je devais avoir sur cette FIV, euh, je sais pas, il y a un truc où en auto-hypnose connecté à mon corps, en fait, je sentais que l'ovulation, là, elle était pas, elle était genre, il y avait un truc, je me disais, c'est pas possible, il y a une double ovulation. Enfin, et j'étais en cycle naturel parce qu'on essayait ça. Et donc, je me rappelle, j'étais dans le sud et je suis montée en urgence à Paris en disant, il va falloir me contrôler parce que je sais pas, il y a un truc, c'est bizarre. Et donc, ma gynéco me regardait un peu de haut, genre, mhm, on va quand même vérifier. Et j'étais bien en double ovulation. Et j'étais avec, pour la première fois de ma vie, avec un endomètre de 7 mm. C'était genre, waouh, le Graal. On va pouvoir avoir un vrai essai. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Et c'est le jour où, évidemment, mon embryon ne s'est pas décongelé. Donc, on était sur une belle chance qui n'a pas pu Se avoir faire. lieu. Ouais, on n'a pas pu la faire. Donc ça a été vachement violent et ça a été très très dur. Ouais, c'est montagne russe, quoi. Ouais, là on se dit purée, en fait on se bat depuis des mois pour pouvoir avoir quelque chose. On passe sur du naturel, je fais une double ovulation qui sort de nulle part. C'est quand même assez rare, l'ovulation. Et au final, je peux quand même pas essayer. Donc en fait, c'était. Moi, j'ai eu cette frustration, moi, en tout cas, dans mes premiers essais, de me dire, mais en fait, moi, je peux même pas avoir des purées, des transferts, quoi. C'était super violent. Bref, alors, au-delà de ça, j'avais un médecin assez difficile, humainement aussi. Donc on décide de changer. On part sur un deuxième essai, mais avec quelqu'un d'autre. Pour le coup, du coup, là, j'avais appris, j'ai pas pris le premier médecin. J'en ai rencontré trois. Hyper important. Voilà, j'en ai rencontré trois parce qu'en fait, je me suis dit que ben, j'allais choisir quelqu'un qui allait être un peu plus humain. Et Ça change beaucoup de choses, ça, hein. C'est hyper, pour celles ouais, qui nous écoutent, c'est important. Si vous vous sentez pas bien avec la personne qui vous a prise en charge, c'est très important de changer. Mm. ouais. T'aperçois que finalement, on a aussi ce pouvoir-là. Mm. Des fois, on l'oublie. En fait, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul médecin, mais c'est faux. Alors après, bon, c'est vrai que moi, à l'époque, j'habitais à Paris, donc c'est plus facile que quand on est en province et qu'on a un seul centre. Mais même dans un centre, on peut changer les médecins. Pas grave, on a le droit de dire qu'en fait, on n'a pas un bon feeling et que c'est trop important pour nous et qu'on a envie d'être à l'aise. En fait, c'est votre projet et vous en êtes le chef, vous en êtes le chef de projet. Donc, pensez à choisir vraiment les personnes qui travaillent avec vous sur ce projet-là. Mm.
Enfin, Et voilà. on est impacté par les énergies des personnes qui nous entourent. Donc, si on s'entoure des personnes avec une énergie qui ne nous correspond pas, ça va avoir forcément un impact indirect sur la façon dont on va vivre les choses et donc sur le résultat. Ouais. Là, du coup, j'ai changé de médecin. On a pris un professeur, un grand ponte. Il a fait ses études aux États-Unis. Il avait plein de trucs hyper rassurants, etc. Il me disait, ne vous inquiétez pas. Moi, je faisais que lui dire, vraiment, moi, mon souci, c'est pas les embryons, c'est l'endomètre, quoi. Et vous inquiétez pas, l'endomètre, on y arrivera, etc. Bref, je fais ma file avec lui. On est sur 9 ovocytes. Alors j'étais par contre, lui, il est allé très très fort sur les hormones. On était allé sur le maximum qu'on pouvait avoir. Bon, au final, ça m'avait donné exactement le même résultat, donc c'est pareil. Peut-être à préciser aux femmes qui écoutent, mais c'est pas parce qu'on vous donne énormément que vous aurez un résultat plus fort. Des fois, Mm. c'est même contre-productif. Et bref, bah, au final, moi, j'ai eu que 2 embryons à ce moment-là, 2 J5. Et par contre, toujours pas d'endomètre. Et là, donc, il a commencé à vouloir, bah, c'est lui qui avait rajouté du Viagra, des choses comme ça, et il a vu que ça ne marchait pas. Donc, je me suis repris la même chose, c'est-à-dire que ben, on ne peut pas faire de transfert avec un endomètre comme ça. Donc, c'est reparti pour attendre pour rien. Enfin, pour rien. Je dis pour rien parce qu'en fait, on me proposait toujours la même recette pour le faire pousser, mon endomètre. Et donc, moi, ça m'usait de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Je n'en pouvais plus de ça. Et puis un jour, je me réveille toujours, je suis allée avoir un énième contrôle pour cet endomètre et toujours pas de résultat. Et là, le fameux professeur m'a dit, Madame, je ne peux rien faire pour vous en fait. Et il m'a littéralement laissé tomber comme ça. Et donc je me suis retrouvée avec 2 embryons congelés et un médecin qui me laisse tomber. Donc, autant vous dire que ça a été très violent. Je me revois ressortir de là. Il m'a en plus gentiment amené en dehors de son cabinet alors que j'étais en train de pleurer et m'a laissé partir comme ça. Donc, Mon Dieu. ouais, très dur. Donc, l'empathie n'y était pas non plus là. Ah non. Et donc, je me suis retrouvée genre dans la rue, assise sur un banc, seule, à regretter d'avoir dit à mon mec, non mais ça sert à rien, enfin, c'est juste un contrôle, ça va être comme d'habitude. Et en fait, bah, si, ça aurait été vraiment bien parce que là, j'étais de l'autre côté de Paris parce que lui, il était. Enfin, moi, à l'époque, j'habitais dans le 17e, lui il était dans le 14e. Et dur, dur à ce moment-là. Bon, hein, comme d'habitude, Comment tu t'es sentie du coup à ce moment-là? pas super seule. Non, mais vraiment, la scène, elle était. C'est un cliché même d'un film hollywoodien, quoi. Je me suis retrouvée seule sur mon banc à pleurer, quoi. Enfin, je me revois. C'était. Ah là là, le bras, puis impuissante, je me dis, mais j'en peux plus. Il y en a même un négatif, j'aimerais l'avoir en fait. Moi, je peux même pas essayer, quoi. Il y a pas de solution. À chaque fois, j'alerte en disant, j'ai un problème, c'est mon endomètre. Et à chaque fois, on me dit, mais oui, vous inquiétez pas, etc. Mais c'est arrêter de me prendre à la légère. Je vous explique tout ce qu'on a fait. Là, j'ai besoin que vous me proposiez d'autres solutions, quoi. Bref, on est allé finalement voir un troisième médecin qui était une nana géniale que j'avais adorée déjà lorsque je l'avais rencontrée quand je cherchais mon deuxième médecin. Sauf que mon conjoint avait tellement vu que je matchais avec elle qu'il m'a dit, Attends, on cherche un médecin et pas une copine. Et j'ai dit, ouais, peut-être, t'as raison, mais bon, elle est très très sympa, hein, voilà. Bref, bah finalement, elle allait voir ma copine. Enfin, ma copine, c'est ma médecin, mais ben voilà, 40 ans hyper humaine, on s'autorisait à blaguer, etc. À l'époque, et elle est toujours d'ailleurs, elle travaillait en lien avec l'hôpital américain. Et l'hôpital américain permettait d'avoir accès à certains produits auxquels on n'a pas forcément accès en France. Et donc, entre autres, un truc qui s'appelle, enfin, je ne sais pas si on a besoin de dire un médecin, le médicament, mais en tout cas un médicament qui permet d'activer les cellules souches de l'endomètre et qui permet la prolifération et qui pouvait être prometteur. Et c'est un truc que je n'avais pas encore essayé. Et donc, c'était quelque chose que carrément on m'injectait dans l'utérus pour un peu aider la pousse, etc. Et je me dis, ah, je sais pas si ça va marcher, mais au moins on va essayer quelque chose de nouveau, quoi. Donc, du coup, bah, on s'est rapproché d'elle. Alors, est venu le moment où on a dû déplacer du coup nos petits embryons d'une clinique à l'autre. Donc, faut imaginer comment.
Ben, on les a fait sortir d'une clinique, on avait notre petit sac avec nos petits embryons, on a pris notre taxi. C'était assez loufoque comme situation d'être dans un taxi avec des petits embryons et de les amener dans un autre labo. Je ne sais pas si je donne trop de détails, faut pas hésiter à me le dire. Non, non, c'est bien parce que ça, enfin non, c'est super. Vas-y, continue, c'est Et, trop bien. mais du coup, ben voilà, on les a amenés là-bas et on a commencé à faire ce traitement avec elle. Malheureusement, ça donnait pas un changement vraiment fou, en fait. Ça n'a quand même pas permis ce produit-là de faire pousser mon endomètre. Et alors, ma médecin a été cool parce qu'on a pu vraiment, mais on a joué au petit chimiste. Vraiment, on a commencé des cycles naturels et puis au naturel, ça marchait pas. Du coup, elle commençait à me stimuler. Puis en même temps, en me stimulant, elle me rajoutait ce produit-là en flush. Donc en flush, c'est-à-dire qu'on, c'est comme un système de transfert. Donc le produit, on te le met avec un cathéter à l'intérieur de toi pour aller ben, te badigeonner l'endomètre de ce soin pour faire pousser les cellules souches. Pour info, en fait, c'est un produit qu'on donne normalement pour les personnes qui sont traitées d'un cancer, pour les aider à justement, après un cancer, à redévelopper toutes ces cellules-là. Donc, c'est vraiment un détournement d'un produit pour essayer pour la PMA. Et enfin bref, pour le coup, ça m'a pas permis d'avoir un endomètre, mais par contre, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui a bien voulu expérimenter, parce que là, j'en pouvais plus, moi, enfin, j'en pouvais plus des traitements habituels. Il t'a écouté, surtout, je ressens vraiment que cette personne, elle t'a Ouais, ouais, ouais. écouté, elle a Mais compris dès le début qu'il y avait un problème avec l'endomètre, plutôt que de partir sur quelque chose de standard, elle ouais. a pris en compte la problématique dès le début, quoi. Ouais, non, non, c'était cool. On a fait les transferts, du coup, elle m'a dit, écoutez, il y a peut-être des femmes, enfin, il y a des femmes, c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas d'endomètre et peut-être que ça peut aussi marcher. J'ai déjà eu des grossesses avec un petit endomètre, donc il faut tenter. Donc, on a tenté. Bon, ça n'a pas accroché les deux fois. Et on a un peu déchanté quand même une fois parce qu'au moment du transfert, le laborantin, pour le coup, c'était une femme, la laborantine de l'hôpital américain, juste au moment du transfert, m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on vous a congelé cet embryon. Pour nous, on ne l'aurait jamais congelé, il n'est pas de bonne qualité. Donc ça, juste avant un transfert, autant dire que ce n'était pas C'est bien le accueilli. meilleur moment Mm. pour le dire, et que ça nous a fait partir complètement défaitistes dès le début. Donc ça, c'était pas hyper cool. D'ailleurs, je l'avais dit au médecin après coup, en disant, je pense qu'il faut briefer la laborantine. Mm. Faut peut-être lui dire au niveau émotionnel que pour les patientes, c'est pas OK ce qu'elle est en train de dire. Ou voilà. En fait, c'est pas utile à ce moment-là d'avoir cette info-là, puisque de toute façon, ça changera rien. Ouais. Euh, donc voilà. Bon, bref, ces deux embryons qui, du coup, avaient été faits par un autre médecin, avaient été transférés, n'ont pas donné grand-chose. Derrière, on est reparti sur une stimulation en disant, bon, bah, allez, on teste un nouveau traitement pour le coup, de stimulation pour voir si ça peut donner d'autres chiffres en termes d'embryon. Pour le coup, je ne réagis pas. Enfin, je réagis pas. Je fais, je crois, deux follicules. Euh, du coup, on transforme cette FIV en insémination, Mm. avec toujours un petit endomètre, mais voilà, ça c'est pareil, il faut le savoir que on peut le faire. Il y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui ne sont pas au courant que si une stimulation ne fonctionne pas, ça peut se transformer en insémination. On ne leur propose pas. Donc autant le dire pour qu'elles puissent être force de proposition et leur dire, bah, faites-moi une insémination. Et à l'inverse, si on a une insémination avec trop de follicules, qu'on vous dit il y a trop de follicules, vous pouvez passer sur une FIV. Complètement, voilà. Mais je sais pas pourquoi c'est pas proposé systématiquement. Parce que c'est protocole. Ouais, mais voilà, l'adaptabilité n'est pas Mm. toujours une qualité, on va dire, là-dedans. Bon, du coup, bon, insémination, ça ne fonctionne toujours pas. Et quoi d'autre? Et du coup, on fait une troisième FIV en sachant que moi, avec mon conjoint, on avait convenu qu'on ferait trois FIV en France, mais pas quatre. C'était un deal qu'on avait fait parce que je pensais, je commençais à ne plus croire en la qualité de mes ovocytes, le temps passé. Bah oui, parce que du coup, il y avait le temps alors je sais plus quel âge j'avais, mais je pense que je devais avoir 40 ans, 41 ans, enfin, je devais être par là déjà.
Ouais, tu as Et quand même fait beaucoup de stimulation et de FIV en deux ben, ans. c'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de stimulation pour les filles, mais j'avais aussi des stimulations pour mon endomètre, pour des Hmm. transferts que je ne faisais pas. Donc en fait, j'ai fait énormément de stim, quoi. Puisque c'était l'une des techniques qu'ils essayaient de faire sur moi. Et donc, on a fait cette troisième FIV. Oh, je crois que j'ai eu encore 2 embryons. Je crois. Je suis désolée, je crois que voilà, par là. Je crois que je m'attache plus aux chiffres maintenant. Ouais, c'est ça. Et ces transferts ont eu lieu, ils n'ont rien donné. Euh, et du coup, on a décidé de partir en Espagne en don d'ovocytes. Euh, Entre-temps, évidemment, j'avais travaillé sur moi, sur le fait de faire un deuil sur mes gènes et le fait que de toute façon, en tout cas dans ma définition, ce qui était important, c'était la transmission de valeurs, la transmission d'amour et que, bon, s'il ne me ressemblait pas dans l'absolu, c'était peut-être pas si grave. Enfin, en tout cas, dans l'idée de transmission, c'était pas ça qui était la clé pour moi. Tu sais qu'on parle beaucoup d'épigénétique maintenant et qu'il y a des Oui. ressemblances qui se font assez Voilà, incroyables. bah, Tu as dit que tu évidemment. avais beaucoup travaillé sur toi, c'est en hypnose du coup Ouais. pour, Ouais, ouais, ouais. Je l'ai travaillé moi en auto-hypnose et je me suis aussi fait accompagner. ok. En Euh, hypnose aussi. ouais, bah, tu sais, moi, je crois à mon outil, donc effectivement, Donc tu aurais pu choisir plusieurs outils. Ouais, Tu aurais pu ouais. faire un Non, autre mais moi, outil en ça plus. enfin, comme ça fonctionne bien sur moi, j'avoue, pour le coup, cette recette, elle fonctionne, je ne vais pas la changer. Ouais. Ah, je dis ça, mais à côté de ça, j'ai aussi travaillé avec de l'acupuncture. Enfin, j'ai aussi pas mal fait d'acupuncture et j'avais une ostéo. Non, il faut quand même pas que je l'oublie. J'avais aussi une ostéo parce que j'avais mon bassin qui avait tendance à se désaxer, qui était, enfin, j'avais toujours ma hanche droite qui était plus avancée que ma hanche gauche et donc du coup, ça pouvait créer des pincements et on s'était dit peut-être que c'est ça qui fait que mon endomètre n'est pas assez irrigué. Ok. Donc, je travaillais aussi là-dessus. Et du coup, on est parti en Espagne, on a rencontré plein de cliniques. Et finalement, on a pris une clinique la plus humaine que l'on pouvait trouver, on pense. Et ils ont accepté. Et surtout, les cliniques, quand je les interrogeais, je leur demandais qu'est-ce qu'ils avaient comme technique pour faire pousser un endomètre. Et Tu veux c'était, partager le nom de la clinique? bon, c'est comme tu veux. Oui, j'étais chez Obrador, donc qui est Ok. juste à la frontière française du côté Méditerranée. Donc pas très loin de Perpignan. C'est donc moi, les choses qui étaient importantes pour choisir ma clinique, c'était évidemment le côté humain, mais aussi les techniques qu'ils avaient pour l'endomètre. Donc parmi toutes celles que j'ai rencontrées, certaines me proposaient euh, que le traitement que j'avais en France. D'autres proposaient des flushs du produit que j'avais essayé à l'hôpital américain. Et d'autres proposaient ces flushs-là et un autre truc qui s'appelle le PRP, qui est sortir le plasma de son propre sang et le réinjecter ensuite dans l'endomètre. Et Obrador proposait les deux, enfin le PRP et donc les flushs de l'autre produit, le Neupogène et surtout était super open pour tester, combiner. Enfin, ils avaient un peu le même profil que mon dernier médecin français à Paris. Humble. Ouais, humble et puis surtout à l'écoute. Hmm. Et donc du coup, on est parti sur ça. Et là, donc on a commencé à attendre notre donneuse. Ça a pris plus d'1 an. C'était très long. Ouais, on en a un peu chié, si je peux dire ça comme ça. On a eu énormément de faux départs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trouvé la première donneuse en mars. Mais finalement, lors du contrôle, ils se sont aperçus qu'elle avait un... ah, j'ai pas trouvé le mot. Elle avait un truc dans les ovaires qui empêchait la stimulation. Je ne vais pas trouver le mot, mais qui faisait que du coup, c'est ça qui allait manger la stimulation et qui allait pas permettre la stimulation. Le problème, c'est qu'il faudrait que je le retrouve parce que ça m'est arrivé 3 fois. Ça va peut-être te revenir après, puis sinon je le mettrai dans le note de l'épisode. Ouais. Mais donc, du coup, alors c'est pas un polype, c'est un. Bon, bref. Kyste? Non, c'est pas Voilà, ça. juste un kyste. Elle avait un kyste, voilà, c'est ça. Juste un kyste, mais qui du coup ne permettait pas la stimulation. Donc, super, Hmm. on l'a trouvé, elle commence, ok. Elle a commencé, premier contrôle, bam, elle a un énorme kyste, on abandonne. Très bien.
Donc du coup, ben, on attend que ça se régule tout seul, que ce kyste, parce que ce kyste était complètement organique et il pouvait s'enlever naturellement à la fin du cycle. Manque de peau, on attend un mois, il est toujours là. Donc là, on en est déjà au deuxième mois à attendre et du coup, il me dit, bon, ben, on va chercher une autre donneuse. Donc il cherche une nouvelle donneuse. Au bout d'un mois, il m'en propose une autre. Ok, super, go, on y va. Et au moment où de commencer la simulation, cette donneuse avait comme trouvé un nouveau travail et du coup, ben, elle voulait pas avoir une stimulation alors qu'elle était en période d'essai, etc. Ce que je comprends, hein, juste bah, du coup, on déchante de nouveau. Et donc ça sert à rien. Troisième départ, nouvelle donneuse qui a aussi un kyste. Et on se dit non mais ça on n'en peut plus en fait. Et le temps passe en fait, le temps passe finalement. On arrive à juillet. Et là, on a une nouvelle donneuse de nouveau. Et là, ça se fait, ça marche. Et on est content. Et on arrive avec 7 embryons, 7 J5. Donc, on est content. On les envoie, on en envoie 4 en DPI, donc on analyse pour voir s'ils sont viables. C'est pas recommandé en général dans les cliniques parce qu'on dit bah, que les donneuses sont jeunes, qu'il n'y a pas de raison, blablabla. Sauf que comme moi, avec mon histoire d'endomètre, de faux départ, etc., si j'avais la chance à un moment donné d'avoir un endomètre correct, je voulais être sûre qu'en plus mon embryon il était viable. Je voulais pas gâcher cette chance-là. Et donc on en envoie 4. Je crois que sur les 4, il y en a 3 qui sont viables de mémoire. Donc go, cool. Entre-temps, nous, on part en vacances, on va à Bali. Et quand on rentre de vacances, enfin pendant mes vacances en fait, il y a une des personnes de mon audience sur Instagram qui me dit, mais tu sais que je crois que c'est pas recommandé Bali par rapport aux moustiques, etc. Et qu'en général, on te demande de patienter avant de faire un transfert. J'avoue, j'ai été complètement passée à travers. Et je demande à ma clinique, elle me dit, oui, il va falloir attendre. Je fais, eh merde. Donc, ok, eh ben, nous voilà en train d'attendre que du coup les 2, 3 mois de sécurité après ce voyage à Bali puissent se faire. Et donc on attend, et en attendant, à un moment donné, c'est bah, c'est la période, c'est le moment où on est en train d'acheter notre voilier. On avait cette philosophie de vouloir continuer absolument à vivre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on partait à Bali, qu'on achète un bateau, Hmm. il y a plein de personnes qui me disent, ah, mais enfin, mais si tu tombes enceinte, comment ça va se passer, etc. Et nous, ça faisait déjà 4 ans. Et là, genre, bah, tu sais, si avec des si, je n'aurais pas vécu grand-chose depuis 4 ans. Et personnellement, j'ai envie de continuer à vivre et de ne pas transmettre une potentielle culpabilité à ce futur enfant de maman, elle a arrêté de vivre pour moi. Ou le poids de ces années-là. Je voulais pouvoir lui raconter qu'à côté de ça, bah, nous, on continue à réaliser des rêves et que ça soit pas pesant pour lui. Donc, on avait cette philosophie-là. Et donc, le jour où on signe l'achat de notre bateau, moi, j'en pouvais plus. Ça fait 3 jours que j'attendais mes règles. J'ai dit, vas-y, là, on achète un test, ça me saoule. Euh, parce que je voulais commencer. Ça faisait un an qu'on attendait d'avoir ce transfert-là. Et en fait, le jour de la signature de notre bateau, le soir à 20h, du coup, on va à la pharmacie acheter un truc. Et là, je fais un test et c'est positif. Pour la première fois de ma vie, j'ai un test positif, moi toute seule comme une grande, sans essai, sans rien. Et donc avec mon homme, on est là genre, ok, là on a gagné au loto quoi. Enfin, on a acheté notre bateau aujourd'hui et on découvre que je suis enceinte. C'est genre, wouhou, trop. Incroyable. Ouais, on n'a pas dormi de la nuit, hein. Juste on était juste trop surexcités. Et c'était un lundi. Et donc le mardi matin, première heure, on est deux, on y va tous les deux, on va faire notre prise de sang. Et la prise de sang arrive et je suis à 1508. Donc en fait, je suis bien enceinte en fait. Je... C'est quand même sacrément parti. Je dois être à 5 ou 6 SA. Enfin, cool. Incroyable. Donc là, on saute de joie. Tous nos amis, les plus proches, on leur dit c'est un truc de taré ce qui nous arrive, etc. Et puis, bon, bah voilà, hein, quand on est enceinte, enfin, on sait qu'il faut que ça progresse. Alors, même si moi, j'avais passé le cap des débuts, donc on continue à vérifier quand même, même si je suis déjà à 1500, on continue à vérifier. Et 2 jours après, en fait, je suis à 1300. Donc, eh bien, c'est une joie qui aura duré 48 heures. Et on commence
creusé un peu parce que moi j'ai quand même mal dans l'aine. Et je m'en plaignais déjà un peu en disant, je comprends pas, j'ai toujours mal dans l'aine et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une grossesse extra-utérine qui est en fait aussi un arrêt de grossesse en même temps. Donc, elle s'était pas implantée au bon endroit, mais elle est en train de s'arrêter toute seule. Donc, bon. Euh, du coup, le médecin qui me suit, le médecin qui me suit en France, qui connaît ce par quoi on est passé, qu'en fait, on attendait un transfert d'embryon depuis vraiment longtemps, décide de m'éviter justement de prendre les médicaments, les méthotrexate et tout ça pour m'éviter d'avoir encore 3 mois à attendre de plus, puisqu'il faut, si on prend ce genre de médicaments, ben, attendre que ce médicament s'évacue pour pouvoir réessayer. Comme moi, de toute façon, c'était en train de s'arrêter tout seul, elle m'a dit, je préfère qu'on on le surveille de proche, de très près, donc prise de sang et contrôle écho toutes les semaines. Euh, mais comme ça, au moins, on t'évite d'attendre en plus derrière l'évacuation du médicament. Et comment vous vous êtes sentis tous les deux à ce moment-là, De dans l'enfer. cette période? Parce que moi, sur le coup, quand j'ai fait quand j'ai cru que c'était une fausse couche, mais pas encore quand je savais pas que c'était une grossesse extra-utérine, sur le coup, je me suis dit, ok, au moins, mon petit endomètre permet quand même une accroche. Hmm. Et quand on s'est aperçu que c'était une grossesse extra-utérine, on s'est dit, bah non, en fait. Donc, en fait, c'est mon endomètre, c'est pas. Enfin, c'est pas. Enfin, quelque part, ça aurait pu me dire, ok, c'est quand Hmm. même possible. Et en fait, bah non, en fait, ça s'est implanté dans la trompe, quoi. Enfin, c'est même pas ça. Donc, voilà. Ça a mis 2 mois et demi pour arriver jusqu'à zéro. Oh là là. Malgré tout, ça a été super long. Et on est arrivé à zéro en janvier, quoi. Enfin, donc voilà, le temps qui passait toujours et cette année où sans essai, enfin, c'était un enfer. Beaucoup de colère à ce moment-là, d'injustice, de se dire, mais purée, mais pourquoi on nous donne cette fausse joie, en fait? Nous, on est rentré de Bali, on était super bien, vraiment, vraiment bien. On venait d'acheter notre bateau, on était prêt à avoir un transfert, on était dans les meilleurs états émotionnels, on était vraiment bien. Et bon, bah, peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette accroche. Hmm. Et à côté de ça, ça nous a aussi un peu détruit, quoi. Enfin, à côté de ça, on n'avait pas eu, enfin, on aurait préféré éviter cette expérience-là. Bien sûr. Et du coup, bah, on a commencé des essais avec les embryons de la donneuse et avec les du coup, différents traitements qu'on pouvait essayer, PRP, Neupogène pour mon endomètre. Et il s'est trouvé que le PRP pour moi fonctionnait. Et donc, en fait, pour le coup, c'était hyper neutre pour moi parce que c'était mes propres cellules qu'on me remettait en moi. Et en fait, ça a marché et j'arrivais toujours à 6, 5, 7. Donc, c'était trop bien. Donc, pour le coup, on avait des vraies chances et avec en plus des embryons qu'on savait viables. C'est un Malheureusement, traitement qui est pardon, je t'ai coupé, c'est un traitement qui est OK, qui est valable qu'en Espagne ou ça existe aussi en France? non, c'est pas fait en France. OK. Malheureusement, Mmh. c'est pas fait en France pour l'instant. Et c'est dommage, mais c'est pas fait en France. Et du coup, on a enchaîné malheureusement des négatifs, malgré tout. Le troisième a amené une grossesse biochimique que j'avais senti en auto-hypnose. Et j'avais eu super mal au ventre. Et je me rappelle une fois où j'avais dit à une amie à moi, je fais, bah alors franchement, là j'ai hyper mal au ventre. Je commence à avoir des saignements. Soit je vais avoir mes premières sensations de SPM parce que j'en ai jamais eu. J'ai jamais senti quoi que ce soit. Moi, je connais pas les fins de cycle douloureux, mais en fait, j'ai pas d'endomètre, donc il se passe pas, tu vois. Enfin, Tu as des règles, très peu très abondantes? réduite, mais très rien. Moi, j'ai rien. Ça dure 2 jours. Un protège-slip est largement suffisant. Enfin, tu vois, on OK. suit là, tu vois. Donc je disais à une amie, bon, bah,
soit je découvre ce que c'est du SPM, soit je m'apprête à faire une fausse couche euh, parce que j'ai vraiment mal au ventre en fait. Bizarre quoi. Et donc oui, la prise de sang, euh, quelques jours après, montrait qu'en fait j'étais en train de faire une grossesse biochimique. Donc ça avait pris, mais ça s'était arrêté. Donc là, on en était au troisième essai, et donc ma clinique a voulu absolument que je fasse des, des examens supplémentaires, qui m'a un peu, que je trouvais encore un peu violent pour le coup, parce que pour moi, j'étais là genre, ok, en fait, on a peut-être trouvé la bonne recette parce qu'on avait essayé un truc où là, on m'avait enlevé la cortisone, parce qu'on me donnait de la cortisone que je vivais hyper mal. Et j'avais dit à ma clinique, là, pour cet essai, on fait pas la cortisone. On fait tout ce que vous voulez, mais on fait pas la cortisone. Et c'était la fois où j'ai eu une grossesse biochimique. Donc, je m'étais dit, ok, ben, c'est un encouragement, faisons la même chose et voyons si ça se reproduit. Sauf que ma clinique dit franchement, je préférais que tu vois un immunologue, qu'on voit Mm. C'est ce qu'il bien. en fait, etc. Ouais, mais du coup, moi, j'étais genre, allez, parce que vraiment, je Oui. l'ai bien vu, enfin, j'ai bien vu que ça n'a pas été dramatique, cette grossesse biochimique. C'était plutôt genre, ok, il se passe un truc, pour une fois, après ma grossesse extra-utérine, donc go, quoi. Du coup, bah, me voilà à la recherche de l'immuno, qui avait 3 mois d'attente, genre, oh putain. Mm. Et du coup, là, j'avoue, je fais marcher un peu ma communauté Instagram et je leur demande s'ils ont un moyen de le contacter, si quelqu'un peut faire quelque chose. Et par chance, l'une des personnes que j'accompagnais, moi, en tant qu'hypno, me dit, bah, en fait, euh, c'est un ami d'enfance de mon conjoint. Donc, Trop bien. du coup, on va lui envoyer un petit message. Et ça m'a aidé. Donc, et ça m'a permis d'avoir un rendez-vous avec lui, je crois, dans les 15 jours, un truc comme ça, je crois. Pas dire de bêtises, mais en fait, ça m'a permis De gagner d'avancer, un temps. ouais, de gagner un temps fou et d'avoir ben, le truc dès juin, en fait, et d'avoir la possibilité de ne pas repousser, que du coup, voilà. Et donc, ben, le médecin, il a juste recommandé de faire ce qu'on faisait. Il m'a pas donné plus d'infos que. C'était un médecin français du coup? Oui, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, non, si, j'ai fait j'ai eu des perfusions supplémentaires grâce à lui, d'un produit qui était supposé baisser mon immunologie. Ah oui, Euh, donc peut-être que l'embryon s'est implanté. Ils avaient mis l'hypothèse que l'embryon s'implante, mais que ton corps le rejette en fait. que j'avais une défense immunitaire un peu trop Mm. forte. Le corps qui le rejette, ça peut être culpabilisant. Donc, il faut Ouais. faire attention à Mm. comment. Mais ouais, j'avais une défense immunitaire qui était très active. Ouais. Donc, du coup, en mettant cette perf, ça pouvait réguler ça. Donc on l'a fait. Mais par contre, il voulait absolument que je prenne de la cortisone et moi, je ne voulais pas. Et ma clinique m'a dit si, il faut. Mm. Et du coup, je dis bon, bah, allez, go, on fait comme vous voulez. Et en fait, du coup, comme on a fait les 3 essais avec les 4 embryons on avait testé des pays, du coup, on a relancé le DPI sur les 3 qui restaient. Et sur les 3 qui restaient, il y en avait encore un qui n'était pas viable, donc il en restait plus que 2. Et en septembre, quand on a fait du coup ben, un nouveau transfert, on pensait qu'on avait donc 2 essais devant nous encore. Et le jour de la décongélation, il y en a un qui s'est pas bien décongelé. Et donc on s'est aperçu que finalement, il nous en restait plus qu'un. Et il faut savoir que c'était pareil avec mon conjoint, on avait dit une fif d'eau, mais pas deux. Donc, en fait, j'ai hyper mal vécu le fait que je réalise le jour J qu'en fait, c'était ma dernière chance. Mais alors, j'étais dans un état de stress comme jamais. Parce que je ne m'étais pas préparée psychologiquement, Mm. parce que c'était pas un truc qui était. Pour moi, j'avais 2 chances, quoi. Et j'étais mais dans un état de nerfs. Et j'avais pour le coup le beau de faire de l'auto-hypnose. C'était pas assez fort. Enfin, en auto-hypnose, la limite qu'on peut avoir parfois, c'est de ne pas oser pousser des portes qu'un thérapeute lui pousserait pour nous, quoi. Qui va poser les questions qui piquent sous Mm. hypnose. Et moi, en auto-hypnose, là, je me les posais pas, en fait. J'étais pas prête à les faire, quoi.
Et ça a été calvaire, un calvaire. En plus, bah, j'étais sous cortisone alors que j'en voulais pas. Euh, et au final, ça a été négatif. Et du coup, il y a eu un truc de putain, on m'a volé ma dernière chance. Je l'ai pas bien vécu. Hmm. Et ça a été négatif. Et là, la clinique nous a dit non, mais nous, on y croit, on veut continuer avec vous. Euh, et je savais que c'était pas commercial parce qu'ils étaient même prêts à nous offrir, en fait, le prochain soin. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose où ça va le faire, mais nous, on avait besoin de donner une limite. Moi, j'avais dit à mon conjoint, ce parcours, c'est comme un marathon, mais ce marathon, il n'a pas de ligne d'arrivée. Parce qu'en fait, quand on va en Espagne, après, on peut commencer enfin, on peut continuer jusqu'à l'âge de 50 ans, même 51, je crois. 54, Ouais, j'ai vu, même je 50. crois. Hmm. Je- ouais. Et du coup, moi, j'avais besoin qu'il y ait une ligne d'arrivée. Donc, c'est pour ça qu'on avait défini ça avec Pierre. C'est une donneuse, mais pas deux. Parce que du coup, je savais que pendant cette année-là, je peux supporter tous les traitements, les soins, mais parce que je savais qu'il y aurait une fin. Quoi qu'il se passe, il y aurait une fin. Grossesse ou pas Hmm. grossesse. Je savais pourquoi je donnais tout. Et donc, du coup, c'était comme ça qu'on avait décidé. C'est bien d'avoir c'est important d'avoir cette destination pour avoir en fait cette motivation d'y aller parce que c'est intense. Mm. C'est Bah, sûr. c'est très intense, surtout que Hmm. là, du coup, les traitements que j'avais n'étant pas faits en France, ça sous-entendait que moi, toutes les 48 heures, j'allais en Espagne. Ah oui. Euh, alors, on habite à Montpellier, mais ça reste ben, des demi-journées, aller-retour, où on se lève à 5 heures, où tu t'organises sur le niveau du travail, où tu as de la fatigue de traitement et de trajet. Enfin, Hmm. Enfin, ouais, tu forces, quoi. Enfin, et Complètement. donc, moi, j'avais besoin de vraiment savoir pourquoi je forçais et qu'il y aurait une fin. C'était important pour moi, quoi. Donc, voilà. Et du coup, on en a arrêté là. Et après ça, et ben. On a commencé un deuil qui, un an après, parce que ça va faire un an, Hmm. on est toujours dedans. Alors, on passe les étapes, mais dans l'ordre qui nous est bien pour nous. Mais parce que un deuil, il y a tellement de documentation là-dessus, avec les différentes étapes, mais il faut savoir qu'en fait, c'est très personnel et que chacun. Enfin, on peut passer dans la colère et dans le déni, dans l'ordre qu'on en veut, on peut être dans plein de choses. Euh, c'est très perso. Et donc, nous, on est dedans, là, actuellement, encore. Ça reste encore douloureux. Euh, Il y a eu la phase de négo où on se disait, mais est-ce qu'on le refait pas encore un peu? Mais non, mais on n'en peut plus, on est fatigué, on n'y croit plus. Et là, aujourd'hui, on est dedans, on s'y fait et en même temps, on souffre encore parfois de certaines annonces de grossesse de nos proches. On, on a je dirais que nous, notre problématique, c'est une histoire de sens. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie que l'on veut donner à une vie sans enfant? Parce que du coup, nous, notre life motive, c'était un peu la transmission. Et du coup, ben, alors, alors, on sait, hein, toutes les personnes peuvent dire, ah, il y a la transmission autrement. Oui, oui, c'est pas pareil. Donc, comme c'est pas pareil, euh, le cheminement, c'est à nous de l'avoir et toutes les personnes bien pensantes qui nous disent, il y a aussi l'autre option, il y a aussi. C'est pas pareil. Et Hmm. donc, en général, on se doute bien que les personnes, quand ça fait 5 ans qu'elles sont en PMA, elles y ont pensé. Et si elles n'ont pas pris ce chemin-là, c'est qu'elles ont leur raison. Hmm. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ce deuil, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, en tout cas, on se fait aussi accompagner. J'ai toujours mon hypno qui m'aide à travailler là-dessus. Je me fais aussi accompagner d'un psy en parallèle parce que le travail n'est pas pareil et que du coup, je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Et on essaye de trouver notre sens en sachant que peut-être que le sens, c'est qu'il n'y en a pas. On travaille dessus en tout cas. Hmm. On n'a pas forcément. C'est très rigolo parce que moi, la problématique de sens est arrivée tout de suite. Mon conjoint, pas du tout.
parce que mon conjoint, sur le coup, il a vu ça comme une libération qu'on arrête ce marathon, parce qu'il y avait tellement de choses qui... Enfin, on continuait à vivre nos rêves, on avait notre bateau, on a voyagé, etc. Mais les contraintes d'aller-retour de l'Espagne faisaient qu'il y avait des invitations qu'on ne pouvait pas faire, ou moi, mes états de fatigue faisaient qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. On avait l'impression de quand même, malgré tout, passer à côté de certaines choses. Et donc, lui, il a vécu ça comme une libération de «Ah, on a Ah. enfin notre planning vide. On va pouvoir le remplir de ce que l'on veut.» Alors que moi, j'ai tout de suite cette problématique de sens. Puis moi, la problématique de sens s'est calmée. Puis lui, 3 4 mois après, c'est lui qui est arrivé avec le sens. Vous communiquez Et beaucoup entre vous. ah bah oui, enfin oui, oui, c'est important pour nous. Et puis même, à un moment donné, on a même pris un thérapeute de couple, qui était le tiers qui nous permettait de verbaliser les choses. Euh, et en fait, on voit bien qu'on a chacun une vitesse différente par rapport à ça. Là, en ce moment, on est dans la même vitesse de sens. Genre, là, en ce moment, on est tous les deux à se dire, et du coup, c'est quoi notre vie ensuite? Est-ce que ça va être juste de faire un max de bateaux et de voyages et est-ce que ça sera suffisant pour être heureux? On est encore dans ce truc-là. On n'a pas encore les réponses. Et je ne sais pas si un jour on les aura. Je crois que peut-être que potentiellement, ça va aussi passer par juste accepter qu'il n'y en a pas. On travaille dessus. C'est des questions qui sont là, au-dessus de nous, Hmm. qui reviennent par moment. Voilà. Comme dans la vie en général, finalement, on a tous des questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais on avance quand même parce qu'on a l'habitude de, et que dans les livres, il n'y a pas plein d'histoires avec elle a eu beaucoup d'enfants et elle a fini heureuse, donc forcément, ça, les deux sont liés. Donc je pense que dans nos têtes, on lit forcément les deux. Donc c'est dur de délier indirectement ça. Donc, et de se dire, ok, bah, en fait, oui, en fait, il faut accepter de vivre avec ça et que petit à petit, en fait, on va avancer, on va cheminer. On a parlé un petit peu du couple. Bah, j'ai pas du tout voulu couper dans Ouais. ce que tu m'as raconté parce que c'était important de garder le fil. Il y a plusieurs choses qui me sont venues. La première, donc on a parlé pas mal de couple et de vous deux. On sait comment ça peut être hyper difficile pour les femmes qui nous écoutent et qui sont en PMA, la relation de couple entre la colère, la culpabilité, la rancœur. Mm. Euh, Comment vous, ça a été tout au long du parcours? Est-ce que vous êtes restés toujours soudés? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça vous a rassemblés? Est-ce que ça vous a séparés? Pendant le parcours, franchement, on a vraiment été une équipe. Euh, bon, évidemment, il y a des fois où j'étais là, j'aurais aimé que Pierre soit un peu plus investi parce que la charge mentale des soins, des médicaments, rien que la sécu, quoi. Le suivi des remboursements de la sécu, ça me rendait dingue. Et puis en plus, ben voilà, c'est un couple qui est en PMA, mais tout est rattaché au nom de la femme. Donc c'est que sur le profil de la femme, la sécu. Ça me rendait dingue. Et je sais que euh, Pierre avait tendance un peu à se cacher en disant oui, mais bon, t'as fait tellement de choses, je sais pas par où reprendre les choses. Et on avait fait un deal en disant, tu sais quoi, le jour où on part en Espagne, là c'est une table blanche, enfin un tableau blanc. Du coup, c'est toi qui vas prendre le relais. Voilà mes codes. Et on a un peu redistribué ça. C'est lui qui gérait la pharmacie. Il a découvert parce qu'il comprenait pas pourquoi la pharmaciste était tu vérifies pas chez la pharmacie, à la pharmacie que tout ce qu'elle te donne, ben, tu y retournes parce qu'elle en a oublié la moitié. Donc parce que du coup, il y avait des trucs que comme je gérais, il comprenait pas cette charge mentale, qui du coup pouvait amener une forme d'incompréhension et puis moi, de mon côté, un peu de frustration. Mais du coup, à un moment donné, on a remis les choses à plat et il a pris des choses à sa charge et par moi, j'avais une ordonnance, c'était plus mon problème. C'était sa responsabilité. Il gérait, il regardait. Et s'il manquait des choses, ben voilà quoi. La sécu, pareil. Oh, qu'est-ce que j'ai adoré C'est un peu horrible, mais ah, quand il galérait lui aussi, je fais, tu vois. Tu me disais que c'était possible, bah, tu vois. Donc voilà, après, dans l'ensemble, ça c'était, ça s'est bien passé. Par contre, dans la phase de deuil, euh, on a pu voir à un moment donné que justement on n'avançait pas pareil et du coup on n'avait pas les mêmes besoins. Genre moi j'ai eu beaucoup besoin
de temps solo, de C'est ce que moments j'allais te dire. Ouais. temps calme, mais même avec mes amis, j'ai pas de souci particulier avec mes amis, mais j'avais besoin de temps calme. Et lui, au contraire, de frustration de ne pas avoir pu faire tout ce qu'il voulait. Il avait Mm. besoin de temps en société, avec des potes, avec des sorties, etc. Ce qui fait que ça a pu un peu, à un moment donné, nous éloigner. Parce que du coup, on passait pas de temps si pas de temps vraiment ensemble à ces moments-là, puisque moi j'étais plutôt dans mon cocon et lui est plutôt avec le monde. Et c'est aussi là où justement on a pris aussi un thérapeute de couple pour pouvoir nous réaligner, s'apercevoir qu'on avait des temps pas tout à fait en phase. Et puis finalement, Pierre qui s'apercevait pas qu'en fait c'était aussi une façon pour lui de faire son deuil, parce que pour lui il avait même pas l'impression de faire son deuil. Donc ça a été intéressant que du coup ils s'aperçoivent que c'était juste sa façon de le faire et qu'en fait si tu es en deuil et que voilà. Et ça nous a permis de nous rapprocher, de nous réaligner et de pouvoir recommuniquer mieux. Mm. C'est hyper intéressant aussi de voir que à chaque fois que tu as senti un décalage, un petit vrillement, tu vois, bah, tu as fait appel à quelqu'un pour Après, t'aider. j'ai mon C'est... côté thérapeute en fait. Bah, bien J'ai mon sûr. côté thérapeute et qui fait que ben j'entends les mots qui sont prononcés, j'entends les images utilisées, j'entends les suggestions qu'on me fait, j'entends les croyances de l'autre. Enfin, tu vois, ma formation fait que j'ai une plus grande sensibilité, même si je suis évidemment pas la thérapeute de mon mec, et c'est pour ça que je prends quelqu'un d'extérieur, parce que je ne veux pas l'être, je veux être sa chérie. Malgré tout, des fois, je fais bon, je crois qu'on a besoin d'un coup de main là, parce que du coup, on n'est pas aligné sur ces croyances-là. Chez moi, j'entends que ça grince et ça me va pas, quoi. Non, faut beaucoup d'humilité pour le faire parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans cette situation et qui vont serrer les dents en disant ça va passer, tu vois. Et je trouve ça bien qu'on soit dans une démarche, mais parce que tu es thérapeute toi-même et que tu invites les femmes à faire ça. Donc tu dois forcément, tu montres l'exemple et puis forcément tu as cet état d'esprit-là. Mais du coup, je trouvais ça bien de le remonter Ouais, ici ouais. aux Moi, couples qui nous entendent et qui sont au-delà en de donner PMA. l'exemple, c'est que j'y crois, quoi. Enfin, Ouais, voilà. j'y crois et je vois Et que ça ça nous fait. fonctionne. Tu Mm. vois, quand je vois qu'on part, on s'éloigne et que finalement tu prends un rendez-vous et paf, tu recommences à te réapprocher et tu recommuniques différemment et il y a plus d'écoute et il y a plus d'empathie et c'est cool. Enfin, donc du coup, ouais, et surtout, j'ai bien conscience que dans un couple, il y a, enfin, on va prendre mon exemple, il y a Pierre, il y a Aude et il y a le couple. Et que parfois, Aude peut aller très bien, Pierre peut aller très bien et le couple pas ouf. Ou le couple peut aller très bien et Pierre ne peut pas aller bien et Aude peut aller très bien. Et du coup, dans ce trio-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est plutôt thérapeute de couple? Est-ce que c'est thérapeute pour une des personnes? Et bien dissocier et voir comment on prend soin de chacun en fait. C'est important ce trio que tu en parles parce que tu vois, moi, c'est hyper important d'accompagner le couple, de rencontrer, alors je force personne, mais de rencontrer le conjoint toujours pour voir un petit peu comment ça se passe en fait dans ce trio-là, quoi. Mhm. Ouais, Parce moi, que ça m'arrive forcément. aussi. Hmm. Ça m'arrive aussi. C'est pas. Il y a un truc avec moi, mon métier, c'est que je suis leur hypno. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc genre, on partage pas notre thérapeute. Ah ouais. Plutôt mignon. Et moi, ça me va. C'est Un pas peu un comme souci. la psy, quoi. Ouais, Un c'est petit peu ça, comme c'est si, ouais. perso. Et puis, mais pour celles qui ça dérange pas, ça m'est arrivé de voir leurs hommes aussi. Hmm, hmm. C'est bien. Ouais. Et donc, pendant ces 5 ans de parcours PMA, tu continues ton activité en parallèle. Comment tu Ouais. vis les annonces de grossesse, les accompagnements à la PMA alors que toi-même, tu es en plein dedans? Alors, c'est marrant parce que moi, toutes les annonces de grossesse des personnes que j'accompagnais, je les ai vues comme un encouragement et comme une notion d'espoir, mais systématiquement. Et du coup, je le communiquais beaucoup sur mes réseaux et on me l'a un peu renvoyé. euh, que pour elle c'était douloureux et du coup je me suis aperçue que du coup c'est vrai que je pouvais réaliser que ça pouvait être douloureux pour d'autres et donc je me suis aperçue qu'en fait pour moi ça l'était pas du tout. En fait j'étais tellement contente que en fait ça m'a même pas traversé l'esprit que ça pouvait me faire mal. C'est trop bizarre. Mais et c'est parce que ma communauté m'a dit que en fait elles aimeraient le vivre comme moi mais c'est pas le cas, que j'ai du coup fait attention à un peu moins communiquer
les positifs de mes accompagnés parce que je m'apercevais que ma communauté, elle ne le vivait pas toujours bien. Donc, Mm. mais non, moi, ce qui me touchait plus, c'était les amis très proches qui ont le même âge que moi et qui, en un mois, réussissaient à tomber enceinte, quoi. Et si je te dis ça, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Mais bien sûr. Donc, du coup, c'était plus les amis proches où là, c'est waouh, ça me renvoie bien à ce que moi je traverse en fait. Mm. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc tu disais, vous êtes donc dans ton travail, tu t'es senti, même d'accompagner toi-même, je pense que tu as été dans des états émotionnels compliqués, Ouais. avec des grandes montagnes russes, comme on a parlé un petit peu, on l'a bien senti. Et donc, comment tu te sens du coup dans l'accompagnement des montagnes russes des personnes que tu accompagnes? Alors, quand j'avais un négatif, je fermais toujours une semaine de consultation pour que ben, je légitimise mes ressentis, pour que je sois aussi à mon écoute et que je sois bienveillante envers moi-même. J'avoue, c'était plus pour moi que pour... Enfin, je prenais soin de moi, quoi, en fait. Bien sûr, c'est normal. J'avais besoin de penser à moi. Et après, ces expériences-là nourrissaient mon écoute et ma bienveillance vis-à-vis des ressentis des autres. Et ça a été une part de mes outils, en fait, cette propre expérience personnelle, euh, pour voir comment on pouvait accompagner au mieux. Et souvent, je l'ai dit d'ailleurs aussi sur les réseaux, accompagner les autres, c'était hyper thérapeutique pour moi. Un double win dans l'histoire, c'est que pour elle, c'était chouette de pouvoir travailler ben, tous les blocages émotionnels, toutes leurs peurs, toutes leurs croyances. Et moi, pour moi, c'était me consacrer à l'autre, me permettait d'aussi un peu prendre de la distance à ce que je vivais, le voir avec plus de philosophie, m'apercevoir. Enfin, c'était des recadrages en fait qu'elle me faisait en me disant, attends, regarde, toi tu traverses ça, mais il y a des femmes, elles traversent aussi ça et c'est encore plus dur. Et donc, c'est, c'est, pff, ça a été assez simple, en fait, en soi, de pouvoir continuer à accompagner alors que moi-même, je vivais ça. Est-ce que tu penses que d'avoir vécu ce qu'elles vivent, une partie de ce qu'elles vivent, bien évidemment, tout le monde est différent, ça t'aide dans ton accompagnement? Moi, ça m'a aidé. Je sais que pour d'autres collègues thérapeutes, c'était pas forcément facile. Mais moi, ça m'a aidé, ouais. Je Mmh. trouvais ça. Et puis même, du coup, pas besoin de m'expliquer ce que c'est que les traitements. Parfois, j'en sais même un peu plus qu'elles, donc je leur donne des pistes. En tout cas, d'aller interroger leur médecin sur certaines choses. Et puis, je suis un peu euh, enfin, je veux dire, vu les femmes, enfin, j'ai fait plus de 2500 séances. J'ai rencontré plus de 2000 femmes. À un moment donné, j'ai entendu tellement de protocoles que j'ai emmagasiné une telle connaissance que je commence déjà à vraiment connaître un peu le sujet et à pouvoir partager des tips aussi Mmh. et leur donner des pistes. Donc C'est c'est ça, cool. ouais, c'est ça, que plus tu fais des séances, plus tu et puis ton expérience personnelle, ta sensibilité, elle je t'ai posé la question, mais pour moi, elle est quand même évidente que tu as pas la même approche quand tu as vécu, aussi ce parcours-là, et que tu accompagnes. Je pense qu'effectivement, la sensibilité est différente. Après, Mmh. je pense que on n'a pas besoin d'avoir fait le parcours pour Mmh. pouvoir accompagner. Après, je pense que on surdéveloppe l'empathie et l'amour de l'autre quand on y est passé. Mmh. Euh, voilà. Et moi, Mais c'est souvent, tu vois, les séances, quand elles sont avec moi, elles ont l'impression d'être enveloppées, qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a- il y a pas de jugement. Je viens avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu penses. Go, enfin, il n'y a rien qui va me choquer. Je comprends complètement, quoi. mmh, Et tu ça va aider. tu fais tes séances en visio, c'est ça? Aussi, hein? Alors, je fais des séances majoritairement en visio, OK. je dirais à 95%. Parce que la plupart des femmes que j'accompagne viennent via Instagram et que du coup, ben, elles sont un peu partout en France et dans le monde. Tu vois, littéralement, hier, j'ai quelqu'un de Hong Kong. Mais après, les femmes qui sont à Montpellier, j'ai un cabinet et c'est super de les avoir au cabinet parce que du coup, on fait d'autres choses en cabinet. Mmh. On peut encore plus jouer avec le corps, on peut encore travailler encore différemment. Mais ouais.
Moi, j'ai surtout développé toute la visio. Et si on part un petit peu plus large, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'état de la fertilité des femmes en France, de la prise en charge? Est-ce que tu aurais avec ton expérience, des choses à partager sur la situation que tu aimerais qui s'améliore, par exemple? En France, on a cette chance-là d'être remboursé et ça, faut absolument pas l'oublier. C'est vraiment un plus. Mais parce que justement on est remboursé, c'est l'argent de l'État. Et ils sont du coup parfois à l'économie et ne peuvent pas du coup investir dans la recherche ou dans le fait de pouvoir traiter de façon plus précise les femmes. Donc ça a la qualité du défaut, ça a le défaut de la qualité en fait. Donc en Espagne, la plupart des cliniques, bien, c'est des fonds d'investissement derrière, c'est privé. Ils sont là pour faire de l'argent. Et du coup, plus ils ont de réussite et plus ils font de l'argent. Donc, du coup, ben, c'est pas tout à fait la même approche. Alors, je dis pour la plupart, hein, pour les cliniques espagnoles. D'accord, par exemple, moi, typiquement, j'étais dans une clinique familiale. Mais voilà. Donc, évidemment que j'aimerais qu'elles puissent, ne serait-ce que faire le test des embryons et de leur viabilité. Enfin, et ça, je comprends. Enfin, si je comprends, je sais pourquoi ils ne le font pas, mais si ça éviterait tellement de traitements aux femmes, psychologiquement, si leur argument c'est financier, ça éviterait tellement de traitements qui servent à rien, parce que justement les embryons de toute façon n'étant pas viables, ils ne vont pas s'accrocher. Ça serait vraiment la priorité, la première chose à faire, quoi. Au moins permettre le test de viabilité. C'est pour le bien-être psychologique, pour le physique des femmes, pour l'économie française. Faire ces trucs-là, ça serait canon, quoi, je pense. Mm. Et puis vu qu'ils savent aussi il y a un quota de sept filles en France, c'est ça? Non, 4, 4. Ah oui, c'est 4. Je pensais que c'était 7. Ok. Donc c'est peut-être 4 et 3 inséminations. c'est ça. Mm. Non, Oui, non, non, excuse-moi, je te dis n'importe quoi. 4 filles, et je crois que c'est 6 inséminations. ok. Bah, du coup aussi, ils savent qu'il y a ça. Donc, enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation en France où on va d'abord passer par là. On va d'abord tester ça, puis après, on va tester ça, puis après, on va tester ça. Parce que de toute façon, on a cette fenêtre, tu vois. Alors qu'en Espagne, eux, parce qu'ils ont un objectif de résultat avec des statistiques qui sont officielles et qui sortent, etc., sur les cliniques, il faut pas qu'ils se ratent dès le premier, en fait. C'est ça. Tu vois. Donc, ils vont parfois mettre plus de choses en place, quitte à ce que ce soit un peu plus cher, mais au moins, Ouais. on va plus vite, quoi. Après, faut faire attention à Toujours. c'est un peu plus cher et à tout ce qu'on nous propose. Moi, je sais qu'à un moment donné, justement, j'ai fait venir une experte dans mon accompagnement des femmes. Elles ont eu accès à une personne qui mettait des alertes sur comment choisir sa clinique et bien lire les devis parce que, il y a des choses qui ne sont pas indiquées, qu'il y a des trucs qui c'est pas utile, que enfin, malheureusement, il faut aussi faire attention en Espagne parce que justement, ils sont là pour faire de l'argent. Oui, il Donc, faut prendre plusieurs devis. Comme quand il faut prendre plusieurs beaucoup de devis et devis. voir les petites lignes, quoi. Tu vois, moi, je Mm. sais que quand j'ai rencontré les 4 cliniques, il y en avait une, c'était supplément 600 euros pour la congélation des embryons. Bah, en fait, c'est C'est normal, logique. quoi. On fait un don, que derrière tu les congèles. Déjà qu'un don, ça va coûter environ 10 000 euros. Et là, tu me dis, mais en fait, pour les congeler, il faut 600 euros. En fait, c'est 10 600 euros. Bah, dis-le direct, en fait. Ouais. Ne me mets pas le petit supplément Astérix alors que tu m'as fait un prix d'appel à 10 000 euros. Mm. Euh, voilà, il faut malheureusement, ben là aussi, il faut avoir. Sur recommandation aussi, c'est bien de pouvoir avoir des professionnels ou Ouais, des personnes qui sont après, tu passées vois, par moi, là, je trouve. ma clinique, moi, ça n'a pas marché, mais je la recommande quand même. Tu vois, Bah oui. souvent, la recommandation, elle va parce que ça a marché pour moi. Mais Ah, c'est je pas. pensais pas forcément à ça, tu vois. Moi, je disais plus par rapport à l'expérience. Justement, d'être Oui, senti dans un cadre. T'as parlé du mot familial. Bah, moi, de suite, ça me donne envie, tu vois. Ça me ouais, sécurise. ouais, oui. Oui, en tout cas, bah, la recommandation, voir comment elle est faite, quoi. Si c'est parce que j'ai eu un transfert et ça s'est bien passé, oui, c'est vrai que c'est chouette, mais c'est peut-être pas suffisant. Mm. Euh, Ah, ben complètement. Oui, oui. Mais des bons critères. voilà. Si tu ressors de là KO parce qu'on t'a pas bien parlé avec un traumatisme,
Typiquement la laborantine qui t'a dit attention, ça va pas le faire. Ah ouais, alors que c'est le jour, enfin, alors que tu as les jambes écartées et qu'ils sont en train de te mettre l'entransfert, t'es là genre, ouais, choisis ton moment en fait, c'est pas possible. Mon Dieu. Écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Pour terminer, j'aimerais, toi, en tant qu'hypnothérapeute, si tu avais un petit conseil à donner, un rituel ou quelque chose à faire pour les femmes qui sont en PMA, en parcours PMA en ce moment. Euh, Écoute, j'y ai pas réfléchi. Euh, en Bah, te temps. tout simplement, de l'auto-hypnose. Oui, bien sûr, mais l'auto-hypnose, alors ça peut, mais il faut vouloir l'apprendre. Certaines personnes, quand elles sont dans ce parcours-là, elles ont déjà tellement de choses sur leurs épaules qu'elles aiment bien être prises en main. Donc c'est pour ça que, bien sûr que je vais le recommander, parce que moi, c'est super de faire de l'auto-hypnose. Moi, le dimanche à 20 h, il n'y a personne à appeler, ben, je peux le faire toute seule. Mais j'entends aussi que certaines personnes, elles ne sont pas super à l'aise. Mais par contre, d'ailleurs, tiens, on pourrait revenir là-dessus, de l'auto-hypnose guidée, c'est-à-dire bah, les fameuses audios d'auto-hypnose que moi j'ai créées, ça peut être pas mal. Hmm. C'est-à-dire que du coup, d'avoir des audios où il y a quelqu'un qui te pilote, qui t'aide à rentrer en état d'hypnose et d'aller écouter son émotion, d'aller se connecter à son corps, d'aller dépasser une colère ou libérer un blocage, ça pourrait être cool. Oui, un rituel d'auto-hypnose guidée, ça pourrait être bien. Hmm. je- Tellement, tellement, tellement. Et est-ce que tu as un livre, une ressource qui t'a aidé? Alors j'en partage plein en général. Attends, alors déjà, il y a quoi? Il y a euh, Kilomètre Zéro, qui est assez facile à lire, d'Ankawa. C'est un livre d'une femme qui va finalement partir dans une quête de vie. Je trouve qu'il y a plein de petites phrases. C'est très grand public, Hmm. mais c'est très efficace et ça fait du bien. Hmm. Il y Je a suis un d'accord. autre livre qui est thérapeutique pour le coup, enfin thérapeutique. C'est une histoire un peu à la façon du Petit Prince, où en fait tu peux lire juste l'histoire ou tu peux lire tous les sous-titres, qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Euh, Où en fait tu vas voir un homme comment il s'est construit une armure et comment cette armure était là pour le protéger, mais finalement ça l'isole et ça l'empêche de ressentir les autres, mais aussi lui-même. C'est un tout petit bouquin, ça doit faire 60 pages. Par contre, pour les femmes qui sont en PMA, qui parfois rentrent dans des parcours où elles automatisent, elles se dissocient de leurs émotions, euh, parce que c'est un moyen de protection, hein, c'est OK, hein, mais qui à un moment donné, du coup, perdent le pourquoi elles sont là, c'est un bouquin qui est assez chouette. Et vraiment, c'est très facile à lire, 60 pages, c'est un conte, mais ça fait réfléchir. Hmm. C'est bien quelque chose de facile à lire et qui fait réfléchir, c'est top. Bon, Ouais, bah, trop bien. Merci beaucoup pour ces deux suggestions. Je les mettrai aussi dans les notes. ouais. Avant de terminer, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Euh, oui, je dirais que en France, même à l'étranger, on ne nous recommande pas forcément de se faire accompagner. Mais moi, vraiment, je recommande de se créer son village. Alors, hypnose ou pas hypnose, doula ou pas doula, trouvez la recette qui vous convient, mais prenez des piliers et vous y faites appel quand vous en avez besoin. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Soyez bienveillante avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être une warrior. Moi, tous ces mots de guerrière, warrior, alors il y en a pour certaines, ça les aide et de grand bien. Moi, pour moi, je n'avais pas envie de voir ça comme un combat, mais plutôt comme un marathon, une course de fond. Et sur la course de fond, eh ben, des fois, il y a des étapes avec des kinés qui viennent prendre soin de nous. Hmm. Et c'était ça dont j'avais besoin. Et Hmm. du coup, c'était plutôt ça ma philosophie. Tellement, Du- parce qu'on sous-estime vraiment. On en parle. Le problème, c'est qu'en France, en Espagne, peut-être plus. Dès le début, on va vous dire. Enfin, dans la mienne, déjà, moi, voilà, j'ai eu des acupuncteurs et tout. Mais en France, on va pas du tout en parler. Et c'est vrai qu'on sous-estime la force et l'intensité des soins dont tu parles, tu vois, qui sont vraiment pas anodins pour notre mental et notre corps. Et donc, c'est important d'en prendre soin et de se faire aider parce qu'on n'est pas, de pas être seul, quoi. Ouais, voilà, Mm. moi je dirais ça. Vraiment, il y a ce proverbe africain qui dit il faut un village pour éduquer un enfant. Ben, il faut un village pour faire un parcours PMA. Ça commence avant ça, en fait. Parfait. On va terminer sur cette phrase. Merci beaucoup, Aude. Avec plaisir, merci à toi. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi.
N'hésite pas à partager, commenter et bien sûr noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À bientôt pour un prochain épisode.